Merci d'être là. Après un premier talk très technique, on va vous parler un peu plus méthodo, process et bonnes pratiques. On va vous parler Railway Programming ou la voie vers un code plus honnête. Mais avant ça, bonsoir Romain. Bonsoir. Qui es-tu Romain ? Bonjour à tous, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Romain Berton, donc je suis développeur, principalement back-end, avec une expérience plutôt .NET. Donc là, vous pouvez retrouver mes réseaux sociaux et j'ai une certaine appétence pour tout ce qui va toucher software craftsmanship, domain-driven design et aussi programmation fonctionnelle, ce qui nous a amené un peu à toutes les pratiques qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et moi, je m'appelle Sylvain Couder. Pareil, vous avez nos handles Twitter, le petit site internet avec le blog, le podcast, tout est référencé dessus. On est tous les deux freelance, membres d'une asso lyonnaise qui s'appelle la Curjob. Si vous voulez causer freelancing, on pourra en causer après. Je suis un peu branché aussi programmation fonctionnelle, mais c'est de sa faute parce qu'on a bossé ensemble, il avait appris plein de trucs. Mais j'ai continué à en faire après. On va en reparler. Et sinon, moi, j'aime bien aussi tous les trucs en DD, le TDD, le BDD, le DDD. J'aime bien les trucs en DD. On y va ? On y va. Alors, on disait la voie vers un code plus honnête, parce qu'en fait, votre code vous ment. Alors, il y a des choses qu'on sait, parce qu'à la longue, on le sait, mais le fait est que quand on lit du code, il y a plein de mensonges, comme des effets de bord cachés. Un truc tout bête. Ah, il y a un disclaimer qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait le disclaimer. On n'a pas fait le disclaimer. Attention, disclaimer. Disclaimer, tu fais le disclaimer. Je fais le disclaimer. Ok. Disclaimer. Donc, je voulais vous dire deux choses en amont. Tout le code qu'on va voir ce soir, il est en C#, parce que pourquoi pas, après tout. Par contre, les principes qu'on va vous présenter ce soir, c'est des choses qui sont a priori applicables à n'importe quel langage, à n'importe quelle technologie. Donc ça va être plus ou moins idiomatique en fonction du langage que vous utilisez au quotidien. Si par exemple vous faites du Haskell, spoiler alert, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. On ne va pas vous apprendre grand-chose, pardon. Et le deuxième disclaimer, c'est si certains d'entre vous sont déjà intéressés à une théorie qui s'appelle la théorie des catégories. Vous allez retrouver un paquet de concepts ce soir qui sont assez familiers et qui a tout un jargon associé. On est au courant de tout ça. C'est juste que ce n'est pas la thématique de ce soir, donc on ne va pas utiliser ce jargon. Et c'est volontaire. Donc ne soyez pas frustrés si vous attendez un mot-clé et qui ne vient pas, c'est normal. Voilà. On fera un peu le principe de la fonte McCain, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on ne mange pas bien. Donc je reprends, parce que voilà, il y avait des exemples de code, c'est du C#. Un exemple tout bête, c'est quand on parse un entier, on lui file une chaîne de caractères, il nous renvoie un entier, sauf qu'en fait il peut planter. Si on lui renvoie une chaîne de caractères qui n'a aucun rapport avec un entier, ça va planter, ça va balancer une exception. Mais si on regarde dans la définition de la méthode, il n'y a rien qui nous l'indique. On peut avoir aussi des fois des cas d'exemple avec notre code qui fait des appels externes ou qui fait de la mutation, qui change des états de certaines classes. Là, on a un exemple de paiement de réservation. Qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode-là ? Elle va appeler un process de paiement externe, et en plus, elle va modifier l'état de notre réservation courante en disant que, une fois que c'est payé, elle est validée. Ça, si je me contente de la signature de ma méthode, sur le paye réservation, il n'y a rien qui m'indique que l'état de la réservation peut changer et qu'on va faire un appel externe. On se retrouve finalement avec des signatures qui sont potentiellement malhonnêtes, qui ont des fonctionnements cachés, et des types de sorties qui sont parfois incomplets, voire même absents. J'ai pas la suite dessus. Donc pour comprendre vraiment ce que fait notre bout de code, on n'a pas d'autre choix parfois que d'écrire des tests, faire de l'exploratoire, voire même des fois aller dans le code source directement. Là, mon paye réservation, là, au moment où je l'utilise, dans ce bloc-là, je ne sais pas forcément ce qu'il fait. Et je ne peux pas savoir exactement ce qu'il fait tant que je ne vais pas voir son implème, comme je vous l'ai montré sur la slide juste avant. Donc les appels et signatures ne suffisent pas, et il faut parfois aller un peu plus loin. On va montrer ça avec un exemple un peu détaillé que Romain va vous présenter. Ouais, alors pour ce soir, je vous propose un... T'es ultra zoomé. Je vais dézoomer un peu. Du coup, tout le monde va bien, ça va ? Pas de souci. Ok. Donc ce soir, je vous propose une base de code inspirée d'un kata que certains
d'entre vous connaissent peut-être bien, si vous êtes un peu comme moi fan d'un certain Marc Siman. Le kata s'appelle Maître D pour maître d'hôtel. Donc on va rester dans la thématique de la restauration, parce que c'est un petit kata qui propose en fait de prendre des réservations pour un restaurant. Donc c'est une petite API toute simple où on va dire ok, j'aimerais réserver une table pour tant de personnes à telle journée dans le restaurant. Donc si on regarde un peu, on voit un peu notre signature. Pardon, j'ai pas le moins, bon tant pis. Donc on voit un peu là, donc notre signature, on voit qu'est-ce qu'on va faire, on va dire register réservation, donc on reçoit une commande. À partir de cette commande, on va réussir à créer une réservation. On va aussi aller récupérer les réservations qui sont existantes. On va vérifier qu'il y a assez de places disponibles dans notre restaurant pour accepter la réservation. Et on va enregistrer la réservation. Quand on regarde un peu les signatures, bon, là on a ce qu'on va appeler le Happy Path. Donc là vraiment, si on arrive tout en bas de la méthode, on enregistre et on retourne si vraiment tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de souci. Mais quand on voit les signatures, on peut déjà se douter qu'il y a des effets de bord cachés. Un premier spoiler, c'est le task ici. On ne retourne rien du tout. Donc on se doute que s'il y a une opération asynchrone mais qu'on n'a pas de type de retour, déjà il y a un effet de bord. Le simple fait qu'il y ait une task doit vous faire tilter, il y a un effet de bord caché quelque part. Le ensure enough seats available, là c'est pareil, on voit qu'on ne retourne pas de valeur, donc on a un void. Donc là, pareil, red flag typique, il y a un effet de bord caché. La méthode create réservation, elle, par exemple, elle est beaucoup plus malhonnête dans le sens où on a une signature, on dit ok, je prends des paramètres en entrée et je vais retourner un type de retour. Sauf que si je me tiens juste à cette signature-là que m'affiche l'IDE, en fait, elle ne me dit pas tous les cas de figure possibles. Donc si on va dessus, qu'on navigue, et en fait, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a une validation, par exemple, sur l'email, on a une validation sur la quantité, et même encore un peu plus subtil, je ne sais pas si vous l'aviez vu, on a cet opérateur-là, j'ai mangé son nom, si quelqu'un d'entre vous l'a, le nul coalition, quelque chose comme ça. Enfin bref, cet opérateur, il dit quoi ? Il dit, tu m'as donné un paramètre, donc le name en l'occurrence, mais si ce paramètre il est nul, tu vas utiliser la valeur qui est à ma droite à la place. Donc en fait, avec ce simple opérateur, on est déjà en train de dire que notre propriété, notre argument name, il est optionnel. Donc voilà, sur notre code base, on voit, on a pas mal d'effets de bord, enfin d'effets cachés en tout cas, qui ne sont pas explicités. Donc le nom qui est optionnel, le create réservation qui peut échouer de différentes manières, avec la validation sur l'email, la quantité, et on voit aussi le ensure enough seats available, qui lui opère une validation, et on voit qu'on peut avoir une erreur du coup. Comment on adresse ça ? On va essayer de rendre tout ce qui est implicite, tout ce qu'on a vu qui était implicite, on va essayer de le rendre explicite. Et pour rendre ces choses-là explicites, on va utiliser ce qu'on aime bien faire quand on fait du langage objet depuis super longtemps, on va utiliser des types. Et on va mettre en place des types pour faire en sorte que nos signatures, tous nos appels soient beaucoup plus explicites et beaucoup plus honnêtes. On va commencer par définir les valeurs optionnelles. On va donc créer un type qu'on va appeler soit option, soit maybe. Ça, c'est un peu l'humeur. C'est des types qui existent aussi dans certains frameworks, certains langages, certains paradigmes. Qu'est-ce que c'est ce type option ? C'est juste une enveloppe qui va encapsuler soit la valeur typée, la valeur qui existe, qui sera appelée sum, soit le fait qu'il n'y a pas de valeur, et dans ces cas-là, on aura un état qui est none. Une des emblèmes possibles, c'est d'avoir un type option qui sera généralement abstrait, qui va être surchargé avec soit une valeur typée, soit par le none, soit par le none. Donc ça, c'est pour nos valeurs optionnelles. Maintenant, quand on a des erreurs potentielles dans le code et qu'on veut montrer qu'une fonction retourne une erreur, qu'elle peut retourner une erreur, on va créer ce qu'on appelle un type result. Donc c'est exactement la même chose, c'est une enveloppe, c'est un conteneur qui va porter soit la valeur typée, ce qu'on va appeler la value, soit l'erreur, du coup l'erreur. Et l'implème va être peut être exactement faite de la même manière avec un type result qui est surchargé par soit une value, soit une erreur. Ça sont les types de base. Donc vas-y Romain, tu vas nous montrer, parce que je te mets au défi,
tu vas nous montrer comment on implémente un résultat et une option. Ok. Et puis après, on va essayer de voir comment on s'en sert. Est-ce que ça rend vraiment le service qu'on voudrait? Ok, ben voilà, je peux vous proposer une implémentation, c'est une façon de le faire, hein. Il y a plein de façons d'écrire ce genre de type, mais c'est très très simple. Donc là, par exemple, je propose un type option qui va contenir une valeur générique, et je vais avoir deux implémentations possibles, somme, donc qui va prendre en argument une valeur, et none qui n'a pas d'argument parce que par définition, il ne contient rien. Et puis, pour nous faciliter la vie, on va voir pourquoi. J'ai une petite fonction match, pareil, qui est abstraite. Et là, juste par polymorphisme, en fait, cette fonction match, elle reçoit deux fonctions. Une fonction qui va prendre une valeur en entrée et qui va retourner un résultat. Et une deuxième fonction qui ne prend pas d'argument en entrée et qui va retourner un résultat aussi. Donc, quand on spécifie ces deux comportements, dans le cas du somme, c'est tout simple. On prend la fonction qui correspond et on donne la valeur qu'on avait. Et dans le cas du none, on va prendre l'autre fonction et puis on va l'appeler sans argument parce qu'on n'en a pas à disposition. Le result, c'est exactement la même chose, à la seule subtilité près que, on a, dans le cas de l'erreur, donc là on a OK, on va dire OK, voici la valeur que j'ai en retour, et sinon j'ai eu une erreur, j'ai la valeur de l'erreur, l'erreur en soi, embarquée dans ce type-là. Du coup, je sais pas, tu veux commencer par quoi, Sylvain? On avait fini avec le truc optionnel, là. L'option? Comment on rend ça évident que maintenant le name, il est optionnel? Eh bien, effectivement, on peut faire ça. Donc là, par exemple, dans notre signature publique, hein, on a vu, hein, notre méthode, elle reçoit une commande, donc allons modifier la commande. Et on va dire, en fait, maintenant, j'ai plus un string, j'ai un option de string. Hop, donc juste... Voilà. Donc là, en plus, on peut suivre l'IDE. Il va me dire, vas-y, tu peux changer le paramètre. Et donc là, j'ai une option. Et là, maintenant, en fait, mon name, c'est plus un string. Donc là, je veux toujours avoir une string. Et comme on a dit qu'on acceptait une valeur nulle et qu'on la remplacerait par une chain lead, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre match qu'on a vu. Et on va dire que dans le cas où j'ai une value, on ne va pas s'embêter. On ne va pas faire de transformation dessus. On va juste la retourner telle qu'elle. Hop, juste scroller, histoire qu'on voit ce qu'on fait. Et dans le cas où je n'ai rien, je dis, retourne-moi une chaîne vide. Voilà. C'est pas mal. C'est tout bête. Ça a l'air pas mal. Donc maintenant, tu as deux exceptions. Maintenant, on peut essayer de gérer les exceptions. Alors, du coup, il faut qu'on définisse le type de notre erreur. Donc, ce que je vous propose pour ce soir, c'est on va utiliser une énumération qui va dire pour... notre méthode register réservation, voici les trois erreurs possibles qui peuvent survenir. Donc on a une quantité ou un email invalide, ou on n'a pas assez de place disponible dans notre restaurant. Donc on va commencer avec le premier. Donc là on dit notre email est invalide. Donc déjà première chose, on va modifier notre signature. Result, qui prend une réservation ou qui retourne une erreur. Donc là, premier truc, on va faire une variable, une réservation, et on va dire, dans ce cas précis, on retourne OK avec notre réservation qu'on a créée. Dans le cas des erreurs, ici, on a un email qui est invalide, donc on va dire return new error de email invalide, avec le point virgule. Même principe ici. Error. Et ici, on a dit que c'était la quantité. On peut également faire l'autre. Alors là, on a une subtilité, c'est que notre signature, elle, pour l'instant, elle disait void. Donc là, si je dis que maintenant je veux retourner un result, il faut que je dise ce que je retourne. Donc là, on aurait plusieurs options. On pourrait soit dire utiliser un type que généralement on appelle unit. En gros, c'est un type qui ne contient rien. Il dit juste OK, c'est une espèce d'objet pour occuper l'espace, mais c'est pas forcément très intéressant dans ce cas, parce que là, on est en train d'opérer une validation. Donc, potentiellement, pour la composition, on verra un peu plus en détail plus tard pourquoi, c'est peut-être plus intéressant de retourner une réservation. Et dans le cas où on a des erreurs, on retourne une erreur. Donc, on va remplacer l'erreur. Pardon, on va faire comme ça sera plus simple. Donc là, on return. Donc là, dans le cas de notre erreur, on dit on n'a pas assez de sièges.
Et dans le cas où on était validé, on dit new, OK, et on va retourner la réservation qu'on a reçue en argument. Donc là, nos signatures, elles sont plus honnêtes sur ces deux-là. Du coup, maintenant, la méthode principale. Du coup, là, qu'est-ce qu'on veut? On veut dire maintenant, on retourne à une task, et donc là, on a mis nos exceptions, nos erreurs dans un type, donc on veut faire remonter, on a choisi dans notre design de faire remonter les erreurs au-dessus. Donc là, par exemple, on n'a pas vraiment de raison de remonter une réservation au-dessus, ça n'a aucun intérêt, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, pour le coup, on va utiliser notre unit, et sinon, on va retourner une erreur. Et là, maintenant, on a nos problèmes de composition qui apparaissent. Parce que là, on dit, OK, maintenant, j'ai une méthode là, qui me retourne un result, mais moi, pour suivre mon happy path, je veux une réservation. Donc, pour l'instant, ce que je vous propose, on va faire ça de façon assez brute. On va result de... On va faire un truc assez bête et méchant dans un premier temps, et puis on va voir plus tard comment améliorer ça. Donc, is error. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On return new de error réservation, la valeur de l'erreur. Je vais ramener. Sinon, qu'est-ce qu'on dit? On dit result réservation, et ça, on va voir le caster en OK de réservation erreur point value. Et on va répéter, ça va être la même chose ici. Donc là, on a quoi? On a validation result. Donc là, on a un type de retour. Donc if, si notre validation result, c'est une erreur, donc le même combat hein, de réservation erreur. Et, pardon, validation erreur point la valeur de mon erreur. Et sinon, qu'est-ce qu'on veut? On veut, pardon, je vais le typer fortement pour qu'on suive facilement. Donc là, je veux ma valide réservation. Et là, même combat, OK de réservation. Result. Point value. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, maintenant, j'enregistre ma réservation qui est valide. Et accessoirement, et ben maintenant, je dis OK de new unit parce que avec ma signature, je suis obligé de retourner quelque chose. Pour finir là-dessus, je ne vous ai pas montré, mais en fait, j'avais écrit des tests. Donc là, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on faisait dans le cas? En fait, on lançait la commande et puis on allait vérifier le nouvel état dans le repository. Et dans le cas en fait, où on voulait tester les cas d'erreur, bah, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait écrire tout un bout de code pour essayer d'intercepter les exceptions. Ça, j'en ai plus besoin. À la place, ce qu'on va faire, on va décommenter. J'ai écrit une autre version où là, j'ai tous mes tests. Et là, la même chose, dans les cas où je suis en succès, donc je récupère le résultat maintenant à chaque fois. Et je vais dire, OK, je suis en succès, donc je m'attends à avoir un OK. Donc là, je teste avec une égalité structurelle. En plus, je ne m'embête pas. Et dans le cas où j'avais des erreurs, eh ben, personnellement, je trouve ça plus simple à tester dans le sens où j'obtiens un résultat, je dis bah, mon expected, bah, j'ai une erreur, et puis je spécifie la nature de l'erreur, et puis bah, je vais juste comparer les deux erreurs, et je vais dire OK, est-ce que j'ai la bonne erreur? Oui, non, et je suis content. Puis je peux même vous jouer les tests pour vous prouver que ça marche. Tu vas oser? Ouais, je suis en dingue. Hop, et on voit que tous mes tests sont ouverts. Bon, alors ça passe, mais... Pardon. Mais c'est quand même hyper barbeux ce que tu nous as fait là. Hein. Ah, avec des tests, avec du transtypage, avec des ifs de partout. Autant on a des petites méthodes, des sous-méthodes qui manquent moins, autant les nouvelles, cette nouvelle implème, j'y comprends beaucoup moins qu'avant, très honnêtement.
Et j'ai même l'impression de revenir 20 ans en arrière à faire un peu avant qu'on invente LinkU en C#, à faire des for int i, tu vois, faire des vieilles boucles toutes moisies. Et, euh, et du coup, ça a évolué les pratiques sur les listes. On pourrait pas s'inspirer de ça? En gros, si je reformule, ce que tu es en train de me dire, c'est on est un peu comme avec les listes à l'époque, on faisait des for, on a une version très impérative où C'est ça. on explique au code comment parcourir la structure. Bah, c'est même le plus gros de notre code, c'est comment on gère la structure plutôt que de se concentrer sur la logique métier. Clairement, ouais. Ça donnait quoi dans les listes? Eh ben, Un exemple qui traîne. on a un exemple qui traîne, bien entendu. Oh, Incroyable. donc. Ok, donc là, bon, un autre exemple très rapide. Donc là, petite API toute bête où on reçoit une collection de listes de comptes. Dedans, c'est une structure toute bête. Il y a quoi? Il y a juste un montant. Et on veut faire une succession d'opérations dessus. Donc, on veut récupérer toutes les lignes. Donc, prendre les lignes des différents mois, tout mettre à plat. Ensuite, on veut filtrer dessus. Et enfin, on veut faire la somme de toutes les montants des lignes qu'on a conservées. Donc ça, en fait, c'est des patterns assez communs. Donc là, par exemple, on a une double boucle. Donc je ne sais pas, en LinkU, ça se convertit assez facilement. Donc là, on veut convertir une liste de listes en une seule liste. Donc on veut remettre les choses à plat. Ça, c'est un nom. Souvent, c'est le flat map. Même si là, la partie map n'est pas très intéressante dans le sens où on n'a pas de transformation, mais c'est exactement l'opération qu'on veut faire. Donc le flat map est en LinkU, parce qu'on est chez Microsoft ce soir, donc ça s'appelle un select menu. Donc, et là, on voit bien ce que je vous disais, on a une seule opération. Bon, il m'a changé le nom, mais oui, voilà. C'est on a une abstraction, on dit juste, bon, bah, voici la transformation que je veux appliquer, et la façon dont tu dois parcourir la structure, ça m'importe peu. Le filter, pareil, hein, le filtrer quelque chose, bon, bah là, en fait, si on regarde tout ça, on a beaucoup de code, mais en fait, la seule logique métier dans tout ça, c'est juste là ce que je viens de sélectionner. Tout le reste, c'est que du bruit, c'est que de la logique pour parcourir la structure. Donc si on simplifie, c'est pareil, on va avoir un where, et le bout de code que j'avais sélectionné, en fait, on le retrouve. C'est juste ce bout de code, on dit, OK, voici le comportement que je vais appliquer, débrouille-toi pour parcourir la structure. Et le dernier, alors lui, il est un petit peu plus subtil dans le sens où là, en fait, on a deux transformations. On a une première transformation, on dit, OK, je parcours ma structure. Une première transformation où je dis, j'ai une ligne, voici comment je veux que tu me la transformes. Donc, je vais passer d'une ligne à un montant. Et ensuite, une deuxième opération. Donc ça en fonction des langages, ça peut s'appeler fold, reduce. Et en LinkU, ça s'appelait un aggregate. Donc, on prend les valeurs, on les met à plat et on les réduit. Donc là, comme je vous disais, a priori, on a deux opérations, donc un map ou select en LinkU, et ici, on a l'aggregate. Ici, l'IDE, on lui demande de faire la transformation, c'est bien ce qu'on retrouve. On peut même simplifier comme ça. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça que tu évoquais quand tu disais... Bah ouais, passer de plein de lignes de code à pas beaucoup de lignes de code, moi je trouve ça quand même mieux. On va essayer de faire ça. On peut essayer de faire ça. Du coup, en fait, on voulait juste compléter en disant, finalement, là, on vous a présenté les principes avec lesquels vous êtes sans doute déjà familier avec les listes, hein, vous devez les utiliser presque quotidiennement, j'ai pas trop de doute dessus. Nous, on vous a présenté les structures, le result, l'option. Moi, ce que je vous propose maintenant de penser, c'est OK, on a vu une liste, si on sait le faire avec une liste, pourquoi on ne saurait pas le faire, par exemple, avec un option? Parce qu'un option, finalement, c'est quoi? C'est une liste de 0 ou 1 élément. C'est tout. Et le result, c'est la même chose, c'est juste qu'au lieu de représenter une liste de 0 éléments, on a décidé de mettre un autre élément spécial à la place. Mais sinon, le principe est exactement le même. Et du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. On va essayer ça. Et pour faire ça, on va faire des rails. Le talk s'appelle Railway Programming. On va faire des rails. On adore tous faire des petits trains depuis qu'on est tout petit. Enfin, tous peut-être, peut-être pas. Mais on va faire des rails. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de rails? En fait, les rails, c'est juste une métaphore. C'est un espèce de formalisme imagé qui a été créé par Scott Lachine. On reviendra sur le monsieur en donnant plein de sources à la fin. Mais qui permet un petit peu de modéliser des fonctions et des traitements. Donc pour comprendre comment ça marche, c'est assez simple.
Le rail, c'est juste un traitement. Il y a un input qui arrive d'un côté, il y a un output qui sort de l'autre côté, et au milieu, il y a un traitement. On peut modéliser une fonction addition, il y a 2, 4 qui arrivent d'un côté, ça nous renvoie un 6 de l'autre. Voilà, on est content, donc on a notre donnée qui transite sur ce rail et qui est éventuellement transformée par la fonction. Donc ça, c'est une fonction très simple. Ce que permet ce formalisme-là, cette métaphore, c'est de représenter la composition entre différentes fonctions. On peut avoir deux traitements, donc on a un premier traitement, on a un input qui nous rend un output, et cet output devient l'input d'une nouvelle fonction, et on aura un output final. Là en dessous, je compose, pareil, je refais une addition, je prends 5, 6, je les ajoute, ça fait 11, je leur colle une fonction carrée, ça fait 121, et je suis content. Maintenant, comment ça se passe pour modéliser les types qu'on vous a présentés juste avant? Eh bien, pour représenter les fonctions qui vont utiliser des types résulte ou option, eh bien, au lieu d'avoir un rail simple, on va avoir un rail double avec un aiguillage. Donc on a un input, on a un traitement, et ce traitement va pouvoir envoyer soit une value, soit une erreur, dans le cas d'un résulte, et soit un sum, soit un none, dans le cas de l'option. Donc vraiment l'idée c'est, comme un aiguillage sur un train, c'est que la fonction, la donnée va passer d'un côté ou de l'autre. L'idée c'est pas de renvoyer un tuple et d'avoir les deux valeurs en même temps, c'est vraiment on va passer sur l'un ou sur l'autre. Donc pour la blagounette c'était ne faites pas ça. Gauche-clic. Voilà. Le principe c'est ne faites pas ça. Voilà, c'était la blague, elle était rigolote, mais c'est important de concevoir que le train, normalement, dans des conditions normales, il reste sur sa paire de rails. Il va pas les slider sur deux voies en même temps. Maintenant, ce qu'on a vu dans les exemples que Romain nous a présentés, c'est qu'on avait... Pourquoi il y a le match? T'as pas la dernière? On n'est peut-être pas sur la dernière version. Ouais, pas sur la dernière version. Alors, on va le faire vite. Je vais prendre l'exemple avec un type option, sachant qu'avec le type résulte, ça fonctionnera exactement de la même manière. On a notre traitement qui va nous renvoyer soit un sum, soit un none, et on va vouloir appliquer un traitement dans le cas où j'ai une valeur et dans le cas où j'ai pas de valeur. Cette fonction-là va s'appeler match, et elle va nous renvoyer à chaque fois un output uniquement sur ce traitement-là. Les paramètres du match, on l'a vu tout à l'heure, ce sont des fonctions. Donc ça, voilà, c'est une méthode match qui va permettre de gérer ça. Celle-ci, on l'a déjà vue. Au final, si on synthétise, on a nos rails, il y a un moment, il y a un aiguillage, et on va pouvoir passer sur une voie ou sur l'autre. Maintenant, si je ne suis pas intéressé par traiter un cas spécifique sur le node, où j'ai juste une erreur, on l'avait, ça, dans le cas que Romain a présenté, on a une erreur où on n'a pas de valeur, on n'a pas envie de s'en occuper à ce moment-là, on a juste envie de dire l'erreur tu me la prends puis tu la remontes. Comment on va gérer ça? On va créer ce qu'on appelle une fonction map qui fonctionne de la même manière. Donc la fonction map, elle va prendre juste un seul paramètre qui va être celui-ci. Ça va être la fonction qui prend la value et qui va créer de l'output. Et un petit peu en sous-marin, en caché, quand elle va trouver une erreur, elle va la renvoyer tout simplement. Mais à l'utilisation, on n'aura à s'occuper que de cette partie-là. On va complexifier, alors voilà le happy pass et le happy pass, et on va essayer de complexifier un peu plus maintenant si on veut composer deux fonctions qui renvoient chacune un résulte. De la même manière, voilà, si on a une value qui peut partir soit en value 2, soit en erreur 2, comment faire pour brancher tout ça? On va créer encore une nouvelle fonction qui cette fois-ci va s'appeler bind, qui va être capable de prendre en paramètre une fonction qui renvoie un résulte, ou une option, ça marche toujours, et qui va renvoyer soit un output à partir de la valeur 1, soit une erreur 2 sur ce traitement-là, soit l'erreur 1 si elle est arrivée. Là, encore une fois, la donnée va filer tout droit, mais dans le bind, on n'aura qu'un seul paramètre et on va se concentrer juste sur un seul cas. Et en schématisant, on se retrouve comme ça. On a notre premier traitement, on a potentiellement un happy pass où tout va bien se passer, on va rester sur le rail du haut, tout va bien, il n'y a pas d'erreur qui sortent, c'est très bien. Ou alors, on va avoir des embranchements multiples sur un happy pass où on va se retrouver en chemin en erreur. Et si on compose d'autres traitements, on va avoir tout un chaînage possible sur soit tout se passe bien, soit à des moments, peut-être ça se passe mal, en sachant qu'une fois qu'on est sur le
un happy pass, il n'y a aucun moyen pour remonter. Le but, c'est vraiment de splitter ces deux comportements. Donc, je te laisse nous montrer comment ça se code, parce que le match, on l'a déjà vu. Ouais. Mais tu vas pouvoir nous coder un map et un bind. Et ben on va faire un map. Alors, je suis très feignant, donc je vais copier la signature. Du coup, il ne va pas m'aider. Donc, le map, donc ce qu'on disait, on est sur un result de t-value, t-error, et on a une fonction qu'on veut appliquer dans le cas où on a un t-value. On veut transformer t-value en quelque chose d'autre, mais on voit que notre transformation, elle ne retourne pas d'erreur. Elle ne peut pas retourner d'erreur. C'est une fonction qui ne peut pas échouer. Donc, dans le cas du OK, dans le cas du happy path, où on a la valeur, hein, on a un truc qui est une solution qui est très simple. C'est de dire quoi? Eh bien, en fait, on va retourner un nouveau OK de t-result et on va juste faire quoi? On va appliquer la fonction sur notre value. Et implémentation hein, extrêmement basique, rien de compliqué, je pense. Et dans le cas du error, j'ai perdu le focus, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, eh ben, on va return, sauf que là, on n'a pas de valeur à passer en paramètre à la fonction qu'on a en argument. Par contre, on a une erreur, donc on va retourner notre erreur directement sans faire une quelconque transformation. Le cas du bind maintenant, où, comme le disait Sylvain, la subtilité, ici, elle se trouve maintenant en fait, dans l'argument, dans ce qu'on a appelé ici le morphisme. Donc on a toujours notre result en entrée, qui prend un t-value de t-value t-error, et on attend toujours en sortie un result de t-result t-error. La seule subtilité, c'est qu'ici, on prend un t-value en entrée, mais notre fonction, elle peut nous retourner une erreur. Elle retourne un result, donc elle peut échouer. Donc dans le cas du OK, qu'est-ce qu'on va faire? Décidément, on va retourner, sauf que ici, on a déjà une fonction qui nous retourne un résultat. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste appeler morphisme en passant la valeur en paramètre. Et dans le cas du erreur, pourquoi il ne prend pas le focus, je ne sais pas. Et dans le cas du erreur, eh ben en fait, c'est toujours la même chose. De toute manière, on a une erreur, donc on file tout droit, on retourne notre erreur directement. Donc voilà. Donc les implémentations, hein, vous voyez, c'est assez simple à coder. Il n'y a pas, c'est pas très 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 compliqué. Maintenant, si on revient sur notre kata, on va essayer d'utiliser ces fonctions. Maintenant qu'on les a. Donc ce qu'on voit ici, on a une valide réservation. Cette valide réservation, comme on l'a obtenue, en fait, en créant une réservation et ensuite en appliquant notre méthode ensure enough seats available. Ce que je vous propose, c'est de dire déjà, dans un premier temps, en validation result, on va créer notre réservation et ensuite on va bind dessus. Parce que dans notre cas, on a une deuxième méthode qui lève des erreurs. Et on va dire réservation ensure enough seats available. Donc tout ça déjà, maintenant j'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Je vais juste aérer un petit peu le code. Donc si je vous montre, si j'exécute mes tests, hein, normalement j'ai rien cassé, on est toujours au vert. Voilà. Et là, maintenant, en fait, notre validation result, on est embêté parce qu'on veut appeler notre repository create. Donc là, on pourrait se dire une solution simple, mais on va voir que c'est pas si simple que ça. Ça serait de se dire, OK, bah, en fait, je prends mon validation result et puis je fais un map dessus de repository create. Et là, en fait, on se rend compte qu'on a un souci, c'est que si on regarde la signature de ce que ça va nous retourner, pardon, on va faire... Si on regarde la signature de notre TMP, en fait, c'est un result de task de error. Et là, je suis embêté parce que c'est pas ce que je veux, moi. Ce que je veux dans ma signature, c'est un task de result. On a une inversion, en fait, sur ces deux objets qui se contiennent l'un l'autre. Et ça, il y a plusieurs stratégies pour s'en dépêtrer. Donc, une première qui va être ultra spécifique au task, parce que le langage nous donne des mots-clés pour faire ça facilement avec les async await. Ça pourrait être de se dire
décidément, ce soir, ça ne veut pas. Ça pourrait être de se dire, eh ben, en fait, on va faire quoi? On va faire validation result et on va faire une méthode doAsync qui prend, une fonction qui va prendre la valeur dans le cas du OK et qui va retourner une task. On va passer rapidement sur la transformation et dans ces cas-là, en fait, tout ce qui me restera à faire, c'est de dire, eh ben, en fait, mon validation result, je vais map en disant ma réservation, en fait, à ce stade-là, elle ne m'intéresse plus, je veux juste retourner un new unit. Donc tout ça, maintenant, je peux le supprimer. Et si j'exécute, mes tests, ils sont toujours ouverts. Voilà, donc ça, c'est la première solution qui est ultra spécifique aux tasks. Une autre solution qui est un peu plus générique, et là, je vais vous donner un mot-clé si vous commencez à appliquer ce genre de pratique qui va sans doute vous être utile, quand vous composez, par exemple, des listes d'options, etc., que vous voulez intervertir les deux objets, l'ordre des deux objets. Ce mot-clé, en fait, il va s'appeler traverse. Donc là, c'est pareil, on ne va pas prendre le temps de regarder en détail l'implémentation. On vous partagera le lien avec les sources si ça vous intéresse, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez aller voir ça en détail. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une réservation. Et notre réservation, qu'est-ce qu'on veut? On veut await. Et on va dire, maintenant, mon repository to create avec la réservation. Et comme là, je vais avoir une task de quelque chose, il faut que je retourne en fait tout de suite mon résultat. Donc là, il faut que je return un new de unit, ici, directement. Hop. Ça, je fais un return. Et je suis toujours et je dois toujours être vert. C'est vrai. Voilà. Donc là, on voit, c'est quand même beaucoup, je pense, beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, même si c'est pas encore magique. Ce qu'il faut voir, c'est que ces types-là, quand vous manipulez un seul type, par exemple un result, c'est très simple à manipuler avec juste ces quelques méthodes qu'on vous a présentées. Là où ça se complique, c'est quand on commence à accumuler des types comme ça, des types qui se contiennent les uns les autres, parce que ces types-là, c'est inhérent à leur structure, et ils composent assez mal entre eux. Du coup, une stratégie qui est quand même assez je mange le mot que je cherche, assez répandue aujourd'hui, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle un sandwich. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais... Je vais lui dire, t'as triché. Pardon? T'as triché. T'as changé l'ordre du code, je suis sûr qu'ils n'ont pas vu. Ouais, d'ailleurs, est-ce que vous avez vu? Ouais, je vois des oui là dans la salle. Donc effectivement, en fait, tout à l'heure, ce que je faisais, c'est que j'avais un create réservation que je faisais en premier. Je récupérais ma réservation et dans un second temps, en fait, je faisais mon opération ici asynchrone pour récupérer la dépendance dont j'ai besoin et je pouvais faire mon deuxième traitement. Maintenant, ce qu'on fait, c'est plutôt dire, eh ben là, en fait, j'ai une première opération qui est de l'IO, j'ai une dernière opération qui contient de l'IO, et au milieu, là, j'ai un bout de code qui est pur, et pur dans le sens où peu importe les inputs là, que je lui donne, si je lui donne toujours le même input, peu importe ce qui se passe, j'aurai toujours le même résultat en sortie. Il n'y a pas d'effet de bord, il n'y a rien du tout, c'est vraiment un bout de code qui est prédictible dans son comportement. Et accessoirement, c'est peut-être quelque chose où vous pourriez extraire, refactorer et sortir dans une couche applicative ailleurs sans aucun souci. Donc voilà, ça c'est vraiment le principe à essayer de respecter, essayer d'avoir un sandwich comme ça. Donc des fois, il peut y avoir plusieurs couches. Si vous avez besoin de faire une opération I/O au milieu, eh ben, vous allez pouvoir faire de l'I/O, refaire une couche pure derrière, une nouvelle couche I/O, etc. Donc voilà pour moi. Eh ben, en gros, voilà pour nous. On voulait vous présenter ce process-là parce que ça fait quelques années qu'on travaille avec ce type d'outils, ce genre de type justement, et ce genre d'approche. Moi personnellement, ça m'a rendu énormément de service sur plein de choses, mais à la base, on voulait dire de faire attention au code qui ment, donc on voulait pas non plus faire un talk qui ment en disant allez-y, c'est trop facile, ça se met en place en 2-2, vous allez comprendre du premier coup. Non, clairement, il y a un coût d'entrée dans ce type de pratique. Il y a un très léger coût à développer les méthodes map, bind, match,
il y avait un do à 5, un traverse qui peut commencer à être un peu plus touchy à réfléchir, mais voilà. Il y a un petit coup là-dessus, mais en vrai, le vrai coup, il est à l'utilisation. Comprendre pourquoi on doit utiliser, pourquoi on veut utiliser un map, un bind, dans quelles circonstances on se trouve. Et effectivement, quand on a des tasks au milieu, ça peut vite être compliqué si on n'est pas armé, si on n'est pas habitué, ça peut être assez vite compliqué à composer et à gérer. Moi, sur les premières expériences, il y a eu des coups où je me suis retrouvé avec un type de retour. Normalement, je devais avoir une task de résultats et mon type, c'était une liste. Et en plein milieu de mon code, je me retrouvais avec des listes de résultats de tasks. Et pour remettre les trucs dans le bon sens, j'ai eu 2-3 suées, ça ne s'est pas résolu en 10 minutes. Donc il y a vraiment un petit temps d'apprentissage. Le conseil que je donnerais, je ne sais pas si tu as cette vision, Romain, pour commencer, c'est de ne pas commencer ça sur votre gros module en prod à refacto. Autant commencer petit sur des choses simples, même idéalement en kata, avec le kata maître D pour apprendre à le refaire, le prendre en main. Et ensuite, petit à petit, commencer à le faire sortir un petit peu. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça m'a sauvé la vie quelques fois. Ça amène aussi parfois à poser des questions purement métier et business. Quand on a certains cas qui remontent, je parlais d'un cas avec des listes. Quand j'ai une liste de résultats et que je vais avoir un résultat avec une liste, je suis obligé d'aller voir mon PO, mais je fais quoi si j'ai un échec parmi toute ma liste? C'est quoi la politique de retry? Comment on gère? Et là, on se pose des vraies questions business. Et il faut créer le comportement parce que c'est pas la technique qui va répondre à cette question, c'est une question purement métier. Donc voilà, moi, pourquoi j'apprécie beaucoup ça. Et quand j'en ai plus sur des projets où j'arrive, en général, je suis un peu triste jusqu'à ce que j'arrive à pousser un petit peu pour commencer à faire rentrer ce truc-là. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je rajouterais 2 choses. Si vous décidez de partir un peu sur ce genre de pratique, moi, ce que je vous conseillerais, c'est déjà de ne pas partir dans une logique tout ou rien. Par exemple, le result. Ça, c'est des choses, je vous conseillerais d'appliquer ça sur de la logique métier, là où les erreurs qui sont relevées par votre code, en fait, vous intéressent. Vous avez envie d'agir dessus, vous avez envie d'en faire quelque chose. S'il y a une erreur qui est impossible à rattraper ou juste que vous n'attendiez pas, typiquement, pour une raison X ou Y, vous appelez votre base de données, la base de données ne répond pas, n'allez pas essayer de le représenter avec ce type. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de lever une exception en mode panique et juste dire, bon, ok, c'est arrivé, je ne sais pas quoi faire de ça de toute manière, donc autant la remonter comme ça. Ça, c'est mon premier point. Et je voulais juste terminer avec ce bout de code. Donc ça, si vous faites du C#, dont je ne doute pas pour la plupart d'entre vous ici ce soir, c'est la syntaxe LINQ, avec laquelle vous êtes peut-être familier. Bizarrement, les gens n'aiment pas trop. Je sais pas, à vrai dire, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, ce genre de syntaxe, donc dans d'autres langages, ça porte des noms en Scala et en Haskell, si je ne dis pas de bêtises, ça va s'appeler for compréhension. En F#, ça a des computation expressions. En fait, tout ce langage-là, ça permet aussi de composer exactement les mêmes structures. Donc là, vous pouvez avoir cette syntaxe-là pour parcourir une liste. Donc là, on aura une liste de listes. Ben là, en fait, moi, j'ai juste écrit les bonnes extensions pour pouvoir manipuler des results. Donc là, c'est une syntaxe aussi qui est assez idiomatique, qui permet de faire des transformations assez facilement. Et ça, c'est un intérêt qui est assez c'est assez intéressant, en fait, dans certains cas. Donc mon exemple ici l'illustre très mal. Mais si, par exemple, j'avais une transformation qui utilisait cette valeur et cette valeur, la méthode bind qu'on vous a présentée tout à l'heure, en fait, elle n'est pas très pratique à utiliser dans ces cas-là, parce qu'il faudrait faire un premier bind, le deuxième, récupérer la valeur et la mettre dans un tuple, passer ce tuple à l'état suivant, etc., jusqu'à avoir toutes les valeurs qui nous intéressent pour pouvoir appeler la transformation. Donc là, on extrait les valeurs à chaque fois et la syntaxe s'occupe de sortir en erreur dans le cas où j'ai une erreur à une de mes étapes ici. Et ça, pour le coup, on a la chance de l'avoir en C#, mais tous les langages ne proposent pas ce genre de syntaxe. Et c'est assez puissant, je trouve. On avait un slide de ressources, est-ce qu'on est bon? Alors, il y avait un aide-mémoire, mais il n'est pas bon, vous le mettrez à A, on n'a pas le bon. Bon, on va vraiment récupérer les bonnes slides, parce que là, on n'a pas la bonne version. Alors, on le mettra les liens dans la description du meet-up.
Ce qu'on vous invite à aller voir, si le concept vous intéresse, c'est tout le travail de Scott Lachine. Donc, j'en ai il marre a un dessus. Twitter. Sinon, il a sorti un bouquin qui s'appelle Domain Modeling Made Functional, où il explique tout ça et il va même beaucoup plus loin. Il y a le blog de Mark Seaman, duquel on a tiré le kata Maître D, qui refait certaines explications justement sur les résultats, comment gérer la partie asynchrone, comment se simplifier la tâche parce que c'est pas forcément simple. On vous mettra aussi le lien vers le GitHub où il y a toutes les sources. Donc là, Romain a tout live codé, mais on a des dossiers avec les sources à chaque étape. Et il en parle au début. Si ce qui vous intéresse, c'est la théorie des catégories. Il y a un super talk qui date de dernier Devox qui dit la théorie des catégories, vous la connaissez déjà. C'est présenté par un certain Émile Pécoul et un certain Romain Berthaud. C'est une université, donc c'est un talk qui dure 3 heures, mais c'est super intéressant quand on n'a pas le vocabulaire justement, pouvoir coller les bons mots en face des bons concepts. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Et ben, si vous avez des questions, ouais. Potentiellement, grâce à ce fonctionnement Railway, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple pour des étapes de validation, accumuler potentiellement les erreurs et, par exemple, pour créer un objet, potentiellement, on avait le cas où les mails étaient invalides ou le nom, il y avait 2 cas, il me semble, il y avait deux faux exceptions au début. Potentiellement, d'une certaine manière, est-ce qu'on ne pourrait pas accumuler ces exceptions pour toutes les retourner d'un coup, potentiellement dans un formulaire, et pour afficher potentiellement toutes les validations d'un coup, plutôt que lancer une première fois, être bloqué sur les mails, lancer une deuxième fois, être bloqué sur le champ juste après, d'une certaine manière, retourner les 2 erreurs d'un coup, et pour un affichage plus simple au niveau, pour un côté front-end potentiellement. Et ben là, alors je sais pas, peut-être tu veux. Bah oui, on peut carrément le faire. Et là, je suis embêté parce que j'ai dit je voulais pas utiliser des gros mots issus de la théorie des catégories, mais ça a un nom, exactement, en plus, ce que tu décris. Tu peux tout à fait le faire, effectivement. Et alors, en C#, le langage va faire que ça va être assez compliqué à écrire en vérité. Là, pour le coup, il va falloir plus s'orienter vers des langages type F# qui vraiment vont te faciliter la vie de ce point de vue-là. Mais sinon, pareil, toujours Mark Seaman a des articles de blog exactement sur ce sujet-là, où il fait un formulaire. En gros, il a 2 modèles. Un modèle où tout est result de quelque chose ou erreur. Et il y a un deuxième modèle avec son modèle valide. Et en gros, il a juste une fonction qui transforme le premier vers le deuxième. Donc c'est soit tu as des erreurs dedans et non, tu vas jeter les erreurs et tu vas dire c'est pas valide. Soit tu arrives à valider et tu passes à l'étape suivante. Mais c'est un concept qui fonctionne très bien justement pour empiler des étapes de validation et choisir à quel moment. Moi, je l'ai eu typiquement, je m'en suis vraiment beaucoup servi sur un process de un peu de digestion d'un gros fichier CSV avec énormément de validation. Et il y avait tout un tas de validations. Certaines étaient bloquantes, d'autres pas. Donc parfois, il fallait effectivement cumuler les erreurs. Des fois, il fallait s'arrêter quand il y avait des gros soucis. Et ça me permettait d'avoir... j'ai récupéré un code, il y avait plusieurs centaines de lignes de parsing dans tous les sens. Et au final, mon bloc de validation, j'avais 5 étapes. J'avais 5 lignes de code qui appelaient chacun leur bout. Et c'était mappé, bindé de la bonne manière. Donc moi, je trouve que c'est un cas d'usage qui est assez propice, justement. Ce type de comportement, je trouve ça assez propice. Ouais. Voilà, donc c'est un des articles en question. Donc j'ai dit, je ne vais pas prononcer le gros mot, mais du coup, le voici souligné, si tu veux. Vas-y. Moi, j'avais une question. Du coup, comme vous avez pratiqué, j'ai pratiqué un peu, mais à chaque fois, j'ai où on a codé les options, etc. Mais vous avez peut-être, je sais qu'il existe des libs parfois. Ouais. Vous avez testé des libs ou pas? Vous en avez trouvé qui couvrent... Il en existe, ouais. Alors, langage Ext, qui me vient tout de suite à l'esprit. Je sais qu'il y en a d'autres en C#. À titre personnel, je les utilise pas parce que finalement, en fait, il y a énormément de choses dedans. Et en fait, j'en utilise une fraction qui est vraiment minime. Et je trouve ça plus simple de le recoder moi-même. Ça me prend, vous avez vu, ça prend 5 minutes à tout casser. Et ça a l'avantage d'être là. Et puis, les gens peuvent facilement voir comment ça fonctionne derrière. Je trouve ça plus simple. Moi, je milite pour, au moins au début, de les coder soi-même,
de coder les fonctions match, bind, map, pour les comprendre et les intégrer, parce que ça fait partie de la première difficulté, c'est de comprendre vraiment. Moi j'ai eu longtemps et régulièrement j'ai encore attends là il faut que j'utilise un map ou un bind, je sais plus, attends. Et en fait à refaire le talk déjà ça m'a remis le truc d'aplomb, essayer de le formaliser. Mais c'est un bon truc pour les prendre en main. Et si au moins il y a une erreur, bah, tu peux aller voir dedans ce qui se passe, tu peux aller voir par quel chemin tu passes. Voilà. Après c'est un avis. Hein. Mais effectivement avoir des gros slips qui font parfois beaucoup de choses, bien ou pas. David, tu as un truc. Ouais, merci pour ce talk. Moi, j'ai pas de chance de faire du C#, mais donc je suis un peu plus dans la théorie. Railway, si je comprends bien, c'est une couche au-dessus des langages de programmation fonctionnelle. Au final, on fait du fonctionnel, donc c'est une manière de structurer notre code, c'est ça? C'est une façon d'approcher ton code. Après, est-ce que c'est fonctionnel dans tous les cas? Effectivement, dans les langages, enfin, tu diras ça mieux que moi, mais souvent c'est déjà existant dans les langages fonctionnels. Enfin, F#, ce cas-là, je sais pas, Haskell aussi. Ils ont déjà ces types-là et ils ont déjà les capacités natives de le faire. Après, ça peut être fait sur n'importe quel langage orienté objet. Donc, c'est pas forcément faire du fonctionnel, c'est utiliser certaines briques du fonctionnel pour nos langages. Pour nos langages objets, quoi. Ouais. Et le coût peut être moindre d'utiliser des petites briques comme ça du fonctionnel plutôt que de dire ok, on va changer de paradigme les gars, on va arrêter le C#, on va faire du F#. C'est 2-3 équipes qui vont transpirer un peu. Moi le premier, c'est pas simple à changer quand on passe dessus première fois. Yes. Merci. Quel sera l'impact sur la performance? Parce qu'on a vu qu'on a créé des nouveaux objets pour bloquer les autres objets, notamment en termes de mémoire, donc c'est pire. Alors moi, je l'ai jamais trop utilisé à titre... j'ai jamais trop utilisé ces pratiques-là dans l'optique de la performance. Par contre, j'ai eu des collègues qui avaient utilisé ce genre de structure dans des contextes où ils manipulaient des quantités de données qui sont assez conséquentes quand même. On parle de millions d'inputs. Pour faire de la validation sur des millions d'entrées, par exemple, si vous levez des exceptions, et même s'il ne serait-ce qu'1% qui lève des exceptions, bah, potentiellement, au runtime, c'est ultra coûteux. Et avoir ce type d'approche, créer un nouvel objet, de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus léger en termes de runtime et de coûts pour la mémoire, les ressources, etc. Du coup, ça peut être aussi un bon argument pour la performance. Ouais. Eh bien, merci à tous d'être venus. On va aller voir si on a de quoi boire un coup, manger derrière. Et puis une prochaine, j'espère. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.